fait l'heure. On va attendre quelques minutes. Ah oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, oui. Voilà, je vous propose de commencer. Bonjour et merci d'être présent à cette conférence. Donc, vous voyez que le titre de la conférence, c'est Maigrir de l'échec au succès. Je pense qu'un certain nombre de personnes ici dans la société a une problématique par rapport au poids et a déjà testé un certain nombre de recettes pour maigrir. Il y a des gens qui viennent chez moi et ils me disent j'ai tout essayé. J'ai tout essayé et ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment les gens qui ont essayé en fait toute une série de méthodes différentes. Alors, on va un peu discuter et surtout on va aller voir mais comment est-ce que ça se fait que c'est si difficile en fait de maigrir. Alors, c'est la suite de la conférence que j'ai donnée en fait hier. Si vous n'étiez pas là hier, c'est pas grave, parce que d'ici à peu près une semaine, 15 jours, elle sera sur mon site web et vous pourrez aller la voir, en fait, si vous l'avez jamais vue. Hier, j'ai expliqué en fait l'inconscient et comment l'inconscient fonctionne. J'ai remarqué que beaucoup de gens ne comprennent pas comment l'inconscient fonctionne. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai donné la conférence hier, donc j'ai donné un certain nombre de données, c'est notre compréhension d'aujourd'hui, comment fonctionne l'inconscient. Et ici, c'est une application. Voilà, maigrir. Et comme ça concerne un certain nombre de personnes, je me suis dit que c'est peut-être pas un mauvais sujet. Alors, disons un peu, mais... Attends, ici, il faut démarrer. Voilà. Donc, je m'appelle Daniel Radou. Je suis biologiste de formation avec un doctorat. Voilà. Bon, je pense que je peux le faire en main parce qu'il y a un petit problème. Alors, voilà. Donc, je suis biologiste de formation avec un doctorat. Donc, je travaillais 25 ans dans ce qu'on appelle le drug discovery, donc c'est l'industrie pharmaceutique. Ah, pardon, je reviens en arrière. Voilà, j'y suis. Formation en psychothérapie, en PNL, d'autres formations. Je m'intéresse donc au centre biologique des maladies. Et il y a également formation en psychologie cognitivo-comportementale et en mécanique quantique également. Donc, et ce qui m'intéresse en fait, c'est de faire un peu le lien qu'il y a entre comportement, attitude, ressenti et ce qui se passe dans le cerveau.
et de voir un peu à différents niveaux qu'est-ce qu'il veut faire. En principe, ça ne doit pas se passer. Annuler. Fermer. Est-ce que ça marche? Ah, ça fonctionne, c'est bien. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, donc des problèmes de régime alimentaire, eh bien, j'ai donné une émission, en fait, puisque je suis consultant sur Vivacité, à peu près 3 ans et demi maintenant, que je suis à peu près chaque mois, je viens avec un thème, et le thème que j'ai traité donc le 21 juin de cette année-ci, c'est pourquoi le régime alimentaire ne fonctionne pas. Bon, c'est un peu dur, on a un peu discuté, donc 95% des régimes alimentaires ne fonctionnent pas. Ça, ce sont les études scientifiques indépendantes qui nous le disent. C'est après 5 ans, hein, voire 7 ans. C'est pas après quelques mois, bien entendu. Hein, parce que là, les gens, ils ont maigri, et puis le problème, c'est qu'il n'y a pas de stabilisation, ça remonte, et puis il y a l'effet yo-yo, et on reprend du poids, etc. Et qu'est-ce qui se passe qui fait que c'est si compliqué, si difficile? Alors, si vous voulez écouter en fait cette émission, eh bien, vous allez sur mon site, donc yanni.info, donc ça c'est la page d'accueil. Vous allez à média à radio. Là, vous allez tomber sur la page d'accueil donc de radio, et puis vous allez, prenez le scroll, comme on dit, vous descendez, et là, vous allez tomber en fait sur l'émission, parce que j'ai enregistré l'émission Régime alimentaire, celle du 21 juin, et donc vous pouvez aller l'écouter, vous écouterez un peu de musique, bien entendu, et la météo de ce jour-là, mais bon, vous zappez chaque fois les chansons ou quoi, et vous pouvez aller donc écouter ce que moi j'ai raconté. Là, je vais faire un peu le résumé, donc ici, de ce que j'ai expliqué donc ce 21 juin. Alors, eh bien, vous avez peut-être entendu parler de Jane Iredale. C'est elle qui a fondé, en fait, Weight Watchers. Bon, elle est décédée en 2015, à 91 ans. Eh bien, elle a dit publiquement dans une émission américaine que 80% des personnes ne perdaient pas du poids et recommençaient, ou si elles en perdaient, elles recommençaient, elles revenaient. Donc c'était 80% de son business. Ce sont des gens qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. 15% ce sont des nouvelles personnes, hein, chaque mois, etc. Ils font leur réunion avec le voiture, là, etc., avec leur petit bouquin. Et ça c'est 15%. Et il n'y a que 5%, des personnes qui sont stabilisées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet yo-yo et qu'avec les années, eh bien, elles conservent en fait leur poids. Donc c'est 5%. Et c'est intéressant parce que ce 5%, bien, on le retrouve en fait dans les études scientifiques qui ont étudié cet aspect-là des choses. Donc il faut attendre 5 voire 7 ans pour savoir si vous êtes stabilisé. C'est comme les essais cliniques d'ailleurs. Hein. Si on vous montre des études d'un nouveau médicament et qu'on vous dit après 6 mois, 1 an, ben, il y a tel résultat, scientifiquement ça ne vaut rien. Il faut attendre 5 ans pour être sûr que les personnes vivent toujours après 5 ans ou 7 ans. Alors, j'ai remarqué qu'il y a une confusion entre ce qui est logique et la réalité. Et là, je vais prendre un exemple. Eh bien, au Moyen-Âge, avant Copernic et Galilée, eh bien, les scientifiques de l'époque, et c'était des scientifiques, hein, ils appliquaient des critères scientifiques, ils disaient la Terre est plate. Ah ben oui. Et c'est Copernic avec sa lunette là, hein, et Galilée surtout. Bon, allez. On va un peu éteindre. Voilà, on va s'occuper voilà, c'est coupé, on ne sera plus dérangé. On va mettre, voilà. Et donc, est-ce que j'ai mis. Voilà. Et donc, c'est surtout Galilée qui était un peu plus bavard, qui a un peu expliqué ça, entre autres à l'Église catholique, que la Terre n'était pas plate, eh bien, qu'elle était ronde. Bon, il a manqué de terminer sur un bûcher. Mais je veux dire par là que, pour revenir, disons, à surpoids, quand vous entendez les diététiciens, les médecins, les nutritionnistes qui s'occupent en fait de surpoids, ils vont faire le raisonnement suivant: vous mangez de trop, il y a trop de calories, donc il n'y a qu'à diminuer le nombre de calories, et ça marchera très bien. Et vous allez maigrir.
Et comme je leur dis, ben, vous savez, les gens de Buchenwald, ils étaient maigres, hein? Mais c'est pas tenable. À un moment ou à un autre, il est clair que les gens, ils ont quand même envie un peu de vivre. Et bien entendu, et c'est là que les choses se compliquent. Hein? Et puis il y a l'effet yo-yo, on reprend encore quelques kilos en plus, etc. Alors à force de faire des régimes, on regarde la courbe et on voit que si on fait un lissage de la courbe en mathématiques, hein, on fait un lissage de la courbe, et bien on voit que le poids augmente avec le temps. Bon, donc il y a un raisonnement, ici il y a une différence entre la logique, parce que ce qu'il dit c'est logique quand même. Ben oui, il n'y a qu'à manger, d'avaler moins de calories, de manger moins, et vous allez maigrir. Et d'une certaine façon, c'est vrai. Mais la réalité, eh bien, elle montre que ce n'est pas le cas. Ça marche un certain temps, ou alors vous continuez à faire des régimes alimentaires jusqu'à la fin de votre vie, mais si vous revenez à une nourriture, on va dire normale, à une vie normale, ça ne va pas. Donc il y a bien quelque chose. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on vous dit quelque chose de logique, et en médecine, il y a des tas de dogmes où on vous dit des choses, ça paraît logique. Eh bien, c'est complètement fou. Hein? Okay? Donc faites très attention. Ce qui est logique ne veut pas dire que c'est vrai. C'est simplement logique. Voilà. Donc, maintenant, il y a des diététiciens et des nutritionnistes qui commencent à se rendre compte qu'à force de voir des patients qui méritent et puis qu'après qui prennent du poids, etc., ils commencent à réfléchir et ils commencent à changer, je dirais, un peu leur fusil d'épaule. Et bon, moi j'aime bien ces gens-là parce que je les envoie en fait chez ces personnes, enfin, ceux qui connaissent. Et alors à ce moment-là, l'objectif n'est pas de mettre un régime alimentaire en place, et on va en discuter, mais c'est simplement de discuter avec la personne et de dire, mais tiens, vous pourriez changer tel aliment par un autre aliment. Et on y va tout doucement, progressivement. Ça marche. Et les gens continuent en fait à venir chez moi et on travaille, on fait un travail pour aller nettoyer ce qu'il y a derrière, c'est que je vais vous expliquer maintenant. Alors, ça, ce sont des statues. Ça représente la famine qu'il y a eu en Irlande. Je ne sais pas si vous êtes encore au courant, mais dans les années 1847, 49, il y a eu une famine, ça a duré à peu près 4-5 ans, mais ça a été terrible. C'est à ce moment-là qu'il y a la grande émigration en fait, des Irlandais aux États-Unis. Bon, à ce moment-là, les immigrés étaient acceptés. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Mais à cette époque-là, les immigrés étaient bienvenus aux États-Unis. Eh bien, il y a une vague, en fait, énorme d'Irlandais qui sont arrivés aux États-Unis parce que dans leur pays, ils mouraient de faim. C'était la famine. Alors, je prends cette statue-là pour illustrer que dans notre inconscient collectif, donc là on prend le modèle de Carl Gustav Jung, donc de l'inconscient collectif, nous avons tous dans notre inconscient collectif la famine. Et la famine, c'est la mort. Et il y a 100 ans d'ici, nous avions encore des famines. Hein. Et aujourd'hui, il y a encore des famines dans le monde. Hein. En Afrique, en Corée du Nord, par exemple, il y a encore des famines. Donc, nous avons toujours ça dans notre inconscient collectif, la famine. Mais la famine, c'est la mort. Parce que si je n'ai pas de la nourriture, je meurs. Donc, c'est la mort qui est là derrière. Et pour un inconscient, c'est la date de la vie, donc il va faire tout pour que ça n'arrive pas, bien entendu. Donc, nous sommes biologiquement programmés pour ne pas faire de régime alimentaire. Quand vous faites un régime alimentaire, vous activez ce programme dans votre inconscient collectif. Votre inconscient vous dit « Ouh là là, c'est la famine, il n'y a plus de nourriture, puisque c'est la famine. » C'est ce que j'ai expliqué donc hier. L'inconscient n'est pas du tout adapté à 2017 avec nos smartphones, nos avions et nos hélicoptères. Hein. Lui, il a arrêté son évolution il y a plus d'1 million d'années d'ici, quand l'homme était toujours dans la savane. Donc pour lui, si on fait un régime alimentaire, c'est la famine. Donc lui, il va réactiver ce programme que nous avons dans notre inconscient. Et il va faire tout pour lutter, pour que vous trouviez de la nourriture. Bon.
Et vous voyez par exemple que dans les peintures de Bruegel ou d'autres du Moyen-Âge, eh bien, vous voyez que toutes les femmes, eh ben, elles étaient bien en chair. Hein. Ah, parce que Kate Moss, à cette époque-là, elle n'allait pas tenir très longtemps. Hein. Par contre, les femmes qui étaient bien en chair, eh bien, elles avaient des réserves. Eh ben, c'est elles qui passaient, quand il n'y avait plus de nourriture, eh bien, elles survivaient. Hein. Donc, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est ça que nous avons dans notre inconscient. Hein. Bon. Je continue. Alors, le sens biologique, parce que moi ce qui m'intéresse en fait, c'est le sens biologique qu'il y a derrière ce système de graisse. Eh bien, c'est un système de protection. Et quand on regarde en fait dans le monde animal, eh bien, on voit qu'il y a un certain nombre d'animaux qui vont s'entourer de graisse. Ça, ce sont les baleines qui vont s'entourer de graisse pour migrer, pour faire des 10 000 km pour aller mettre bas, en fait, plutôt au niveau de l'hémisphère nord. Hein. Il y a également les manchots. Donc, alors, les lions, c'est parce que vous voyez ici une lionne qui est à la saison humide, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de végétation. Mais si vous faites un safari à la fin de la saison sèche, et je l'ai fait, hein, je l'ai vu de mes yeux, les lionnes et les lions, ils ont la peau sur les os. On voit leurs os, tellement ils sont affamés, ils sont maigres. Pourquoi? Parce que dans la saison humide, eh bien, il y a les gazelles, les gnous, les zèbres qui sont là, etc. Donc la nourriture est à profusion. Ils se nourrissent au maximum. Si vous voyez, si vous allez faire un safari à la fin de la saison humide, vous allez voir que les lions et les animaux, enfin, les prédateurs sont quand même bien en chair. Oui, mais après va venir la saison sèche. Tous ces animaux, la grande majorité de ces animaux vont migrer vers le nord, vers des pâturages, en fait, des zones plus humides. Oui, mais eux, ils sont territoriaux et ils restent au même endroit. Ah ben, il n'y a presque plus rien à manger. Et bien encore, eux qui ont ce programme de stockage, hein, parce que sinon, ils ne tiendraient pas le coup. Et ils attendent la saison humide suivante, petit lapsus là, pour de nouveau prélever de la nourriture. Le foie gras, en fait, c'est parce que ces oiseaux migrent. Et il y a un programme biologique de se charger en fait en graisse au niveau du foie. Et c'est pour ça on les garde. En fait, c'est sûr, bon, quand on regarde ça, c'est pas terrible. Mais en fait, c'est un programme biologique. Sinon, ça ne marcherait pas. Hein. Vous pouvez essayer de garder un autre animal, ça ne marchera pas. Mais eux, ça marche parce qu'il y a ce programme qui est là pour la migration. Alors, vous regardez également les ours. Alors là, bien entendu, c'est un système de protection contre le froid. Mais si vous prenez l'ours brun, eh bien, à la fin de son hibernation, et pendant l'hibernation, ben, il ne mange pas, donc il doit avoir une réserve de graisse très importante. Et sitôt qu'il sort, la première chose en fait qu'un ours va faire, il va aller dans la rivière, comme vous voyez ici, et il va chasser les saumons. Les saumons qui sont remplis de graisse parce qu'ils portent leurs œufs, etc., ils sont en train de monter pour aller frayer plus haut dans la rivière. Et là, ils en prélèvent, ils doivent manger, c'est des jours entiers, ils se gavent en fait de nourriture parce qu'ils sont en bout de force, hein, parce qu'ils ont passé tout l'hiver. Donc vous voyez que ce programme de graisse, hein, on va l'appeler comme ça, eh bien, de surpoids, eh bien, c'est un programme qui existe dans la nature depuis des centaines de millions d'années. Ce n'est pas l'espèce humaine qui l'a inventé, hein. Ça existe déjà, c'est en nous depuis des centaines de millions. Dans le monde animal, parce que nous, on n'a pas 100 millions d'années, on en a 4,5, mais ça, c'est ce que j'ai expliqué hier. Donc, c'est un système de protection. Bon, alors, on va arriver maintenant. Donc, le sens biologique, c'est un système de protection, donc soit contre la famine, soit contre le froid, etc. Donc, ça peut être également contre, parce que vous savez que quand un animal est gras, si un prédateur qui vient griffer en fait dans la graisse, ça saigne, mais pas beaucoup. Par contre, s'il est tout maigre et qu'il fait la même griffe dans des muscles, oula, ça va saigner et c'est très dangereux pour sa survie. Vous voyez, donc ça aussi, il y a un certain nombre d'animaux qui vont se retrouver de graisse parce que, au niveau protection physique contre les prédateurs, c'est très intéressant. Alors, je vais d'abord parler ici du modèle cognitivo-comportemental. Maintenant, on est dans l'espèce humaine. Hein. On est un peu des animaux, maintenant, on fait un peu à nous. Et il y a deux modèles que je vais vous expliquer.
Alors, comme je suis le dernier conférencier, je me suis dit que je n'allais pas entrer dans les conditions, dans des modèles théoriques super développés. Vous êtes fatigués, c'est dimanche. Donc, je vais présenter ça de manière un peu imagée, c'est-à-dire métaphorique. C'est-à-dire que on rencontre chez les gens qui ont du surpoids, du point de vue, ici je prends l'approche cognitivo-comportementale. Il y a deux aspects. Premier aspect, c'est ce que j'appelle le chevalier du Moyen-Âge. C'est le combat. C'est les gens qui veulent changer le monde. C'est à peu près 30% des gens qui font le surpoids. Il y a tellement de raisons, des choses qui ne vont pas dans notre monde, que ce soit dans l'entreprise, dans la famille, dans mon couple, tchik, etc. Et moi, je suis le chevalier. Et je veux changer le monde. Et je me bats. Je me bats dans tout le monde d'ailleurs. Hein. Mais, et c'est ça. Donc c'est ce type de comportement. La personne n'est pas consciente de ça. Hein. C'est quand moi je discute avec la personne et que je pose un certain nombre de questions et je lui fais comprendre que vous êtes un chevalier du Moyen-Âge. Hein. Et le chevalier du Moyen-Âge, eh ben, il a intérêt à avoir son armure, hein, sinon le premier coup d'épée, il se fait trucider. Hein. Donc vous comprenez bien que pour votre inconscient, si vous êtes dans le combat, que vous voulez changer le monde, mais le monde rapproché, hein, ou le monde un peu moins rapproché, hein, gouvernement, etc. Bon, on a des tas de raisons hein, de critiquer et de vouloir faire changer le monde, mais c'est un type d'attitude. C'est le chevalier du Moyen-Âge. Et pour votre inconscient, si vous êtes dans le combat, il est obligé, dans sa logique à lui, de vous mettre une armure. Et c'est ça la logique, une des logiques de l'inconscient de tous ces gens qui vont au combat. Donc, une des approches va être de diminuer. Vous n'êtes pas là pour changer le monde. Vous n'êtes pas là pour faire changer votre partenaire. Essayez, c'est 50% des divorces. Ils ont essayé de faire changer l'autre et ça n'a pas marché. Essayez de faire changer votre patron, votre collègue, votre chef hiérarchique, mais ça ne marche pas. La première personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Et déjà, ça, c'est pas évident. Hein. C'est du travail. Tout à fait. Donc, vous comprenez ici, donc c'est une manière d'être au monde. Hein. C'est des gens qui veulent se battre contre tout le monde, contre un certain nombre de personnes ou de systèmes. C'est un système, c'est pas toujours des personnes, mais derrière le système, généralement, il y a des personnes. Donc, vous voyez, c'est cette attitude. Alors, ça, c'est un type d'attitude. Un aspect. Et puis il y a le deuxième aspect, c'est la métaphore du château fort. Bon, j'ai pris ici Bouillon, là, hein, dans notre château, dans notre château fort. Eh bien, vous voyez, si vous connaissez un peu Bouillon, vous savez qu'il y a que là, hein, il y a cette entrée-là, parce que le reste, c'est pas évident. Hein, si on veut ramener ce château fort-là, oula, c'est un peu compliqué. Alors, c'est quoi ça, en termes de comportement, d'attitude humaine? Eh bien, ce sont les gens. Très souvent, il y a de la souffrance, en fait, et la souffrance, elle est enfouie à l'intérieur de nous. Donc, c'est les gens qui vont accepter, ça ne va pas, mais bon, voilà, j'accepte, je ne suis pas capable de changer le monde, donc, et j'accumule, je me charge à l'intérieur de moi. Et votre inconscient, ben, lui, il va réagir à ce moment-là, en disant, mais oui, elle se charge, donc il faut que je la protège. Donc, c'est la métaphore du château fort. Parce qu'il y a un château fort, c'est un mur 5 mètres de haut, 2 mètres d'épaisseur. Okay. C'est du costaud, hein? Ok. Donc, c'est refoulé à l'intérieur de moi, mais il y a beaucoup de souffrance. Ça, c'est l'ordre de 70% des gens qui ont le surpoids, c'est ça. C'est toutes les souffrances, en fait, dans leur vie qui est stockée, qui est accumulée, en fait, à l'intérieur de nous. Et quand ça commence à sortir, parfois, il y a des pleurs. Hein. Ils commencent à se rendre compte en fait, qu'ils ont accumulé tout ça. Voilà. Donc, l'objectif d'un point de vue psychothérapeutique va être soit là, de dire, mais écoutez, vous ne pouvez pas changer le monde. Et ici, c'est d'aller nettoyer toutes ces souffrances qui sont à l'intérieur d'eux. Et c'est seulement quand ils auront changé, nettoyé ici, ou changé un peu leur manière d'être au monde, que seulement
le poids va commencer à diminuer. Et moi, j'interdis les gens qui viennent chez moi avec ma méthodologie de changement, que j'expliquais hier, je leur interdis de faire un régime alimentaire. Si vous faites un régime alimentaire, vous êtes en train de vous battre contre vous-même. J'ai mis une vidéo sur mon site web, arrêtez de vous battre contre votre inconscient. J'ai déjà plus de 20 000 vues en fait. Arrêtez de vous battre contre vous-même. Quand vous faites un régime alimentaire, eh bien, ça vous parle à madame. Est-ce que vous voulez une bouteille d'eau? Parce qu'il en reste plus le dernier. Attendez, on va aller ici. Voilà. Ça travaille là, apparemment. Est-ce que vous comprenez la logique? Donc, avec la manière dont moi je travaille, c'est d'aller rechercher quel est le sens biologique. Pourquoi est-ce que votre inconscient a été choisir cette solution-là? Parce que c'est lui qui vous a mis cette solution-là en place. Et donc, il faut aller comprendre là. Voilà. Donc, ça, c'est un des aspects. Ça, c'est la métaphore du chevalier au Moyen-Âge. L'autre aspect, c'est le château fort, c'est-à-dire que j'accumule et je protège en fait, ce qui est à l'intérieur de moi. Bon, ça, c'est l'approche, en fait, cognitivo-comportementale. On va aller encore à un niveau un peu plus élevé. On pourrait dire qu'il y a différents étages, je peux dire. Ici, ça, c'est un des étages. Maintenant, on va passer à l'autre étage, qui est l'étage psychanalytique. Pardon? Ah oui, oui, bon, ok, ça va. Allez, on n'avait pas vu la photo. Alors, en fait, ici, je prends le bébé, donc le fœtus, l'embryon, le bébé qui est en train de se développer dans le ventre de sa mère, et à sa naissance, et puis, durant toute sa vie, enfin, la petite enfance, on va dire, eh bien, l'enfant est une éponge. C'est le modèle de l'imprégnation familiale. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça. L'enfant est une éponge. Et il a besoin de deux choses. Ce sont les deux piliers qui lui sont fondamentaux pour survivre dans notre environnement hostile. Le premier pilier, c'est se sentir aimé. Et le deuxième pilier, c'est la sécurité. Ce sont deux variables. Il y a l'amour, se sentir aimé. Quand je dis amour, ça veut dire que le bébé se sent aimé. Et quand je dis la sécurité, c'est se sentir en sécurité, ou l'insécurité. C'est donc deux variables séparées, comme on dirait en mathématiques, mais en fait, elles sont liées. Suivant le modèle de l'inconscient de Carl Gustav Jung, ok, je ne vais pas entrer dans trop de détails ici, mais quand le bébé ne se sent pas aimé, il va se sentir en insécurité. Et quand il ne se sent pas en sécurité, dans son inconscient, l'inconscient va dire « mais je ne suis pas aimé ». Et c'est pour ça que, chez les mammifères et surtout l'espèce humaine, l'instinct maternel a été développé. L'instinct maternel, l'instinct paternel. C'est parce que dans l'inconscient collectif, je vous rappelle que l'inconscient est toujours bloqué au stade de la savane africaine, à plus d'1 million d'années d'ici. Ça veut dire qu'un bébé qui est abandonné dans la savane africaine, 24 heures après, il est mort. Il est mort. Il y a un prédateur qui va passer et qui va le manger. Donc nous avons ça, nous avons toujours ça, aujourd'hui, dans notre inconscient, l'inconscient collectif, nous avons ça dans notre cerveau. Et donc, si le bébé ne se sent pas aimé, il va se dire, mais on m'abandonne dans la savane. Et s'il se sent en insécurité, c'est comme s'il était dans la savane. Ça veut dire que ma mère ne m'a pas suffisamment aimé. Et elle m'a abandonné dans la savane. Ce sont deux piliers. La dernière émission sur Vivacité, c'était sur les migraines, mais celle d'avant, le thème c'était la mère met l'enfant au monde, le père met l'enfant dans le monde. Ce qui n'est pas la même chose.
Et donc, on a commencé à discuter quel est le rôle du père, de la mère, etc. Et à un moment, dans l'émission, j'ai expliqué en fait ça, que le bébé a besoin de se sentir aimé et il a besoin de se sentir en sécurité. Quand j'ai expliqué ce modèle, parce que c'est un modèle, c'est pas une vérité, c'est un modèle qui nous permet de comprendre les comportements et les attitudes des gens et les ressentis, il y a eu des tas de SMS sur Facebook, des gens ont téléphoné. Et vous savez qu'à cette émission, donc Vivacité, la vie du bon côté, ben, on essaye de faire venir les gens en antenne pour qu'ils puissent parler, etc. Il n'y en a aucun qui a voulu parler à l'antenne. Pourquoi? Ils ont tous dit, c'est trop dur, je ne peux pas en parler. Je ne saurais pas en parler à l'antenne. Tellement ça a touché en fait quelque chose à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui est très fondamental. Le besoin d'amour et le besoin de se sentir en sécurité. Et ça, c'est les deux piliers. Et c'est le rôle des parents de justement apporter cet amour et cette sécurité à l'enfant. Et cette sécurité va être adaptée en fonction de la psychomotricité de l'enfant, bien entendu. Et quand l'enfant, et lors de son développement, a eu ces deux piliers bien costauds, beaucoup d'amour et beaucoup de sécurité, ça ne veut pas dire qu'il fait tout et n'importe quoi, hein. Eh bien, il est prêt pour affronter la vie. Parce que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Il y a des tas de choses qui se passent dans la vie. Mais à partir du moment où il a ces deux piliers-là, eh bien, il pourra se raccrocher en fait à ces deux piliers pour, il va presque survivre dans notre type de société. Enfin, pour vivre, hein, on va dire, dans notre type de société. Donc, c'est quelque chose qui est très fondamental. Et donc, dans le cas du surpoids, eh bien, c'est lorsqu'il n'y a pas assez d'amour ou de sécurité, je veux dire, et d'insécurité, que l'enfant intérieur, oui, l'enfant intérieur, ça représente quoi? Donc c'est un modèle aussi. L'enfant intérieur va représenter, donc on va représenter dans une personne qui est l'enfant, c'est-à-dire le patient ou la patiente qui est en face de moi, toutes les fois, donc c'est une intégration, vous savez en mathématiques, pour ceux qui se rappellent les intégrales, c'est un cauchemar, mais en fait c'est une surface qu'on va intégrer. Ok? Eh bien, c'est toutes les fois où moi j'étais déjà bébé dans le ventre de maman, hein, attention, ça démarre très tôt, et puis la naissance, petite enfance, bébé, etc., où je me suis senti en insécurité et où je n'ai pas ressenti de l'amour, puisque les deux sont liés. Et tout ça va s'accumuler en fait dans le modèle qu'on appelle l'enfant intérieur. Et c'est lui en fait qui a cette insécurité. Parce que peut-être dans votre vie de tous les jours, mais vous n'êtes pas en insécurité, vous avez votre travail, votre maison, c'est votre territoire, et ça va. Et peut-être que vous avez un partenaire de vie qui vous aime et qui vous apporte l'amour, etc. Donc peut-être que dans votre vie de tous les jours, vous l'avez. Mais c'est pas de ça qu'on discute. Hein. C'est pas de ça. Hein. C'est l'enfant intérieur qui est à l'intérieur de moi. C'est lui, en fait, qui est en insécurité et qui se sent en manque d'amour. Alors je vais essayer, bien entendu, d'aller chercher de l'amour dans mon partenaire ou dans une personne, avec, etc. Toutes les dépendances qui peuvent se faire, qui peuvent être derrière ça, etc. Mais ça, c'est un modèle qui, je pense, est extrêmement intéressant de bien comprendre, en fait, ces deux piliers. Nous avons besoin de ces deux piliers qui sont la stabilité, en fait, de notre vie. C'est ça. Donc, tout le processus psychothérapeutique va être d'aller nettoyer toutes les souffrances qui sont là. On me rappelle à l'heure, là. Alors, 32 minutes, ça va, hein. Donc, tout le processus psychothérapeutique va être d'aller nettoyer toutes les souffrances, la manière d'être, si elle est dans le combat, ou si la personne est dans le combat, etc. Mais ça va être aussi d'apporter de l'amour et de la sécurité à son enfant intérieur. C'est fondamental. Alors, on va continuer. Il y a encore quelques petits messages à faire passer. Paroles et musique. C'est une métaphore en fait, qui a été développée par le docteur Olivier Soulier, vous connaissez peut-être, bon, un de livre. Et c'est lui qui a développé
appeler ce modèle parole et musique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce que je vous ai expliqué, moi, c'est la musique. C'est intéressant. Justement, on entend une musique. Ah bien, merci. La musique, c'est-à-dire que je vous ai expliqué le sens biologique, l'approche cognitivo-comportementale, l'approche psychanalytique, etc. Ok, et c'est bien. Et vous comprenez? Ouais, j'espère que vous comprenez. Et vous croyez que c'est ça qui va vous aider à maigrir? Peut-être quelques personnes, ça va les aider. Mais ce ne sera pas la majorité. C'est-à-dire, c'est la musique, voilà. C'est le sens biologique. Et tout le travail maintenant psychothérapeutique va être d'aller chercher les paroles. C'est-à-dire, c'est dans l'histoire des paroles. Et ici, bon, sur Internet, on trouve les paroles d'une chanson en psychologie, je ne sais plus laquelle, de John Lennon. Donc, on a découvert ça dans tous les papiers. Et donc, tout le travail psychothérapeutique va être d'aller chercher dans le vécu, dans l'histoire, en fait, du patient, toutes les fois où il s'est senti en insécurité et en manque d'amour, où il était dans le combat, où toutes ces souffrances qu'il a accumulées à l'intérieur de lui, etc. Parce que c'est là qu'il faut aller nettoyer. C'est ça qu'il faut aller nettoyer. Ça, on est dans le logique, dans le cognitif, dans le mental. Ah oui, je comprends très bien. Oh, oui, ça. Une explication très claire. Oh, j'ai compris. And so what? And so what? Qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, après, il faut aller les nettoyer. Et c'est ça la méthodologie du changement que j'ai expliqué hier, donc, que j'utilise techno, et puis il y a une méthodologie très précise, tout ça est expliqué en long et en large sur mon site web, donc je donne beaucoup d'informations sur le site web. Maintenant, il y a un deuxième problème, enfin, il y a un autre problème, et celui-là, il est très pernicieux, en fait. Parce que souvent, la majorité des gens ne sont pas conscients, en fait, de ça. C'est ce qu'on appelle le conflit de silhouette. C'est-à-dire que quand on parle avec des gens qui sont en surpoids, ils ne se supportent pas. Ils ne supportent pas leur silhouette. Il y a des femmes, il n'y a plus un seul miroir dans leur maison. Et s'il reste des miroirs, eh bien, on met un papier dessus. Il y a des femmes qui se promènent dans la rue devant les magasins, elles n'osent pas regarder dans la vitrine du magasin parce qu'elles vont voir le reflet. C'est lorsqu'elles vont à une cérémonie là qu'on prend des photos, et puis qu'après on monte les photos. Et elles disent, ah tiens, mettez sur la photo. Elles ne supportent pas. Il y a une femme qui m'a dit, j'ai déjà effacé des photos que mon mari avait prises sur son appareil, pour ne pas qu'on me voie. Elle ne supporte pas de se voir, en fait, sur des photos, parce que la photo, elle montre, et en plus elle a tendance à montrer un peu plus d'ailleurs, la réalité. Et là, il y a un fil pour ne pas voir la réalité. Tellement c'est dur, en fait. Tellement elles ont cette difficulté à s'accepter telles qu'elles sont. Et c'est le principe des poupées russes. Avec des poupées, bon, là, il y en a une et puis il y en a encore une autre en dessous, là. Eh bien, je dirais que tout ce que je vous ai expliqué, le modèle cognitivo-comportemental, l'approche psychanalytique, etc., eh bien, c'est ce qui est là. C'est Poutine. C'est pour le dessin. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut atteindre. Mais en réalité, je ne sais pas l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a ce conflit de silhouette qui vient au-dessus des problèmes qui sont là derrière, et je n'ai pas accès. Donc, tant que ce conflit de silhouette n'est pas accepté, c'est-à-dire que la personne n'accepte pas sa silhouette telle qu'elle est dans la réalité, pour l'instant, et le mot pour l'instant est fondamental, parce que l'objectif n'est pas de rester comme ça, ad vitam aeternam, hein, bien entendu. Mais pour l'instant, d'accepter, parce qu'elle fait un conflit sur sa silhouette, et ce conflit vient bloquer les autres conflits qui sont là derrière. Et on n'a pas accès à ça. C'est le plus grand problème qu'il y a dans les personnes qui ont surpoids.
Et même celles qui ont maigri en faisant un certain nombre de choses, on va dire, et qui sont arrivées à une silhouette qui est acceptable, ou qui, pour elles en tout cas, c'est acceptable, mais elles ont toujours cette peur de leur silhouette, de retomber en fait dans la silhouette. Eh bien, c'est le conflit de silhouette qui est toujours actif. Donc, même si elles ont maigri, il y a encore cette peur. Et cette peur va faire revenir, en fait, la problématique, c'est-à-dire la silhouette qu'il y avait avant. Donc, vous voyez que c'est un système qui est très pernicieux. Hein. C'est très pernicieux. Et ça, c'est une grosse difficulté des gens qui ont le surpoids, c'est de leur faire accepter. Vous êtes comme vous êtes. Acceptez-vous de vous regarder en petite tenue, de face, de profil, de dos, et d'accepter d'être tel que vous êtes. Parce que tant que vous n'acceptez pas, pour l'instant, hein, il y a une dame qui a dit temporairement, ça c'est bon pour moi, temporaire, ça va être temporaire. Bon, chacun a ses mots, hein, bien entendu, mais c'est une chose fondamentale, et on en parle très peu. Très peu de gens parlent de ça. Pourtant, c'est fondamental, c'est un gros problème qu'il y a dans le cas du surpoids, c'est d'accepter sa silhouette. Parce qu'à partir du moment où la silhouette, donc ce conflit de silhouette est sauté, si on peut dire, on a enlevé donc, la première poupée, alors à ce moment-là, on commence à voir, on peut travailler sur ce qu'il a derrière. Bon, moi j'ai un obèse par exemple, lui c'est 50 kilos qu'il va perdre. Il a perdu les 10 premiers kilos assez vite en fait. Et puis maintenant, plus rien. Il n'y a plus rien qui bouge. Donc il y a une diminution. Ok, on est content, il a perdu 10 kilos, c'est très vite d'ailleurs. Mais maintenant ça ne bouge plus. Parce que là, on est bloqué par ce conflit de silhouette. Donc c'est quelque chose qui est très important. Alors, la conclusion maintenant, ça va, je suis dans les temps là. Ça va, 40 minutes. Il est possible de maigrir définitivement, et c'est sans régime alimentaire. Hein. Donc j'interdis les gens qui viennent chez moi à faire un régime alimentaire. Ça sert quand même à rien. Donc ils mangent. Comme ils mangent, je dis, vous ne changez rien dans votre habitude alimentaire. Voilà. Pour l'instant, c'est trop tôt, ça ne sert à rien. Et vous allez vous battre contre vous-même, et c'est un mécanisme de résistance. En fait. Et les petits carrés sont bien étudiés. Ce n'est pas une baguette magique, c'est un travail sur soi. Il y a différentes pathologies, je dirais, ou systèmes où ça prend du temps. Les gens qui sont dépressifs, qui font un burn-out pour sortir, ça prend du temps. On voit une psychothérapie. Le surpoids, ça prend du temps. La sclérose en plaques, pour sortir la sclérose en plaques, ça prend du temps. La cigarette, l'alcool, les tocs, des migraines, ça va beaucoup plus vite. Mais il y a des systèmes biologiques qui sont en place. Et c'est quand même assez compliqué en fait. Enfin, ça prend du temps. C'est pas que c'est compliqué, mais ça prend du temps pour aller nettoyer tout ce qu'il y a derrière. Il faut le courage, hein, parce que vous allez vous confronter. Confronter, se mettre front contre front. C'est-à-dire c'est vous-même contre vous-même. Hein. Voilà. C'est-à-dire se mettre front contre front. Mais c'est vous-même contre vous-même. Hein. Et c'est un peu à nettoyer ce qu'il y a dans votre front. Voilà. Parce que là, on va un peu... Et il faut de la persévérance. Le docteur Karl Gustav disait pour guérir, il faut 3 conditions. La première, c'est une prise de conscience. Si vous ne prenez pas conscience qu'il y a une problématique, vous n'allez pas chez un psychothérapeute. Hein. Les manipulateurs, ils vont aller chez les psychothérapeutes. Hein. C'est pas eux, c'est tous les autres. C'est pas eux. Bon. Donc, il y a une prise de conscience. Le deuxième point, c'est poser des actes. Et je donne des exercices à faire. Il faut poser des actes. Il faut montrer à votre inconscient que là, vous posez des actes. Et la troisième chose, c'est la persévérance. On est dans un type de société où on a tout de suite. On veut tout de suite. Hein. Je décide quelque chose, allez, bon, je vais dans le magasin, je vais à la pharmacie, je vais à la banque, etc. Mais ici, par la biologie, ça prend du temps. Il faut aller changer vos connexions neurologiques dans le cerveau pour arriver à avoir des résultats concrets observables dans votre vie de tous les jours. Quand vous mettez une graine dans le sol, vous ne vous attendez pas qu'une semaine après, vous ayez la plante adulte. Hein.
Les agriculteurs, ils ont semé leur blé d'hiver. Hein. Moi, je suis un fils d'agriculteur, ben, je le sais quand même. Hein. Maintenant, vous voyez dans les champs, là, comme une prairie, là, c'est ouvert. Okay. Mais ils ne récolteront leur blé que fin juin. Ça va rester là, quiescent. Il y a des choses qui se passent, mais ça reste là. Alors, petite parenthèse, donc Olivier, on organise donc dimanche prochain un atelier sur votre partenaire de vie. Donc, c'est les gens qui cherchent le partenaire idéal. Donc, si vous connaissez des gens, eh bien, on organise ça dimanche prochain. C'est mon épouse donc, qui l'organise. Et voilà, donc merci de votre attention. Alors, je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Alors, l'image d'avant, oui, c'est l'atelier. Ok. Alors, qui a des questions? Oui, allez-y. Bon, moi, j'ai déjà fait plusieurs régimes, rien de match, et j'ai eu un cancer, donc je perdais 4 kilos par semaine, j'ai perdu beaucoup. Oui. Et je me demandais si c'était pas ça qui faisait que j'ai pris beaucoup de poids, d'avoir été trouvée. Bon, quand on a un cancer, donc vous avez fait la chimio, tout ça, tout ce qu'il fallait faire, et votre cancer, il est parti. Bon, le cancer va consommer beaucoup d'énergie, en fait, et donc, il est fort probable que c'est pour ça que vous avez perdu du poids. Mais votre question, c'est quoi? Mais c'est de voir si c'est le fait d'avoir perdu du poids rapidement que j'ai repris beaucoup de poids après. Ah oui, donc vous avez pris du poids après. J'ai pris du poids. Ben oui, donc pour votre inconscient, ben, vous n'avez rien résolu. Hein. Vos cancer, vous l'avez résolu, ça c'est bien, tant mieux pour vous, et c'est très bien. Mais d'un point de vue, tout ce que j'ai raconté, tous les modèles, il n'y a rien qui a été résolu. Ça me fait penser à une chose, en fait. Il faut faire attention quand on perd du poids. Pourquoi? Surtout quand on perd du poids très vite. C'est très mauvais, en fait, de perdre du poids très vite. Pourquoi? Parce que l'industrie chimique a produit plus de 200 000 molécules différentes. Mais en un laps de temps que la biologie n'a pas du tout eu le temps de s'adapter, bien entendu, à toutes ces molécules qu'on retrouve un peu partout. Il y en a à peu près 20 000 qu'on retrouve dans l'agroalimentaire, hein, parce qu'il y en a pas mal. On a pu montrer que dans le cordon ombilical, les femmes qui accouchaient donc, hein, on prend du sang du cordon ombilical, on a mesuré jusqu'à 38 molécules toxiques qui étaient dans le cordon ombilical, qui ne devaient pas se trouver là. 138. On est en train d'intoxiquer nos bébés. D'ailleurs, l'autisme, j'ai écrit un papier dans Agenda Plus d'ailleurs, où j'explique un peu le modèle. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de scientifiques qui expliquent en fait l'origine de cette épidémie d'autisme, hein, et c'est pas fini. Bon. Mais le système biologique n'a pas su s'adapter à toutes ces nouvelles molécules qui arrivent. Ben lui, il les reçoit dans le corps. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec? Eh bien, une des manières de réagir, c'est qu'il va stocker ça dans les graisses. Parce que les graisses, c'est une réserve énergétique, mais c'est aussi une zone de stockage en fait, de toutes ces molécules que le système biologique ne sait pas quoi faire. Et on a pu montrer que chez les dauphins, que le premier bébé qui naissait, eh bien, il mourait presque systématiquement. Et on s'est rendu compte que 50% de la charge toxique, des toxines qui se trouvaient chez la mère, elle passait en fait dans le bébé. Et son système nerveux est extrêmement sensible. Hein. Le système nerveux est très sensible en fait aux toxines. Eh bien, paf, il mourait. Donc, le premier bébé chez les dauphins est, je dirais, sacrifié. C'est lui qui prend la charge de toxines. Ben, il ne vit pas. Okay. Ben, pour que les autres, eux, ben, ils puissent survivre. Donc, ça veut dire que quand vous maigrissez à une vitesse très rapide, eh bien, en fait, vous relarguez des toxines. Et chez les gens qui sont fort chargés en toxines, eh bien, ils tombent malades. Et on s'est rendu compte, c'est parce qu'ils s'est intoxiqué. Hein. Donc, il faut faire très attention. Donc, je vous invite à faire des cures de détoxication. Hein, parce qu'on est intoxiqué. Vous ne sauriez pas faire autrement, même si vous mangez bio. Hein, parce que c'est partout, en fait. Hein. Même si vous essayez de diminuer la charge de toxines, hein, de produits toxiques qui entrent en vous, en faisant du bio, etc., en faisant très attention à votre nourriture, vous ne sauriez pas
limité. Donc, l'autre approche, c'est de dire, bon, je fais attention à ma nourriture, bien entendu, ok, mais d'un autre côté, je me décharge. Hein. Donc, moi, je fais des cures pour me détoxifier régulièrement. Bon, il y a plusieurs systèmes, je ne vais pas entrer là-dedans, ici, dans le sujet, mais je vous invite à le faire, hein, parce qu'on est bourré de toxines, hein, et on ne se rend pas compte. Hein. Et ce sont nos enfants qui le payent. Hein. C'est l'autisme, hein, et c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Ça va? Donc, j'en ai profité. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Oui, oui. Ça va? J'ai fait mesurer mon métabolisme Oui. suite à ça. Et j'ai un métabolisme très lent. Oui. Donc, si on veut faire un régime, c'est 900 calories. Donc, il n'y a personne qui veut faire un régime à 900 calories. Ben, vous avez 95% de chance que ça ne fonctionne pas. Ben, ça va peut-être fonctionner pendant un mois si vous tenez le coup à 900 calories. Oui, alors pendant un certain temps, je vais dire, vous allez tenir le coup et puis à un moment, vous allez péter les plombs. Hein, vous allez dire, mais, alors quand on pète les plombs, alors là, on y va. Oh là, c'est parce que c'est grave. Alors après, oui, alors après, on est coupable. Hein. Et on rentre dans le cercle vicieux. On se rend, alors bien entendu, on connaît toujours quelqu'un qui a maigré. Hein. Ah oui, non, mais c'est là la Rosine de Gaulle, de droite, ou Pierre-Paul Jacques. Bon, on connaît tout le temps. Alors on dit, mais pourquoi est-ce que lui, ça marche et moi, ça ne marche pas? Alors, et là, on est dans le cercle vicieux, et ça tourne, et on s'enfonce, et on s'enfonce, et on s'enfonce. Et plus vous essayez de faire des régimes, et plus ça ne marche pas, et plus il y a l'effet yo-yo, plus vous prenez du poids, et puis plus vous culpabilisez. Oh là là, et on est parti pour la gloire. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? 95% des régimes ne fonctionnent pas. Je ne comprends pas bien le principe des poupées russes quand vous dites qu'il y a un conflit de silhouette Oui. et que le surpoids est en dessous. Oui. Donc Oui. il faut régler le problème de conflit de Oui. silhouette. Eh ben, je vais vous donner un autre exemple qui n'a rien à voir avec ça, mais qui c'est le même principe, c'est la même logique. C'est le conflit de diagnostic. Vous avez une personne qui va chez un médecin, on lui fait toutes les analyses, et puis il arrive, le résultat, ben, vous avez un cancer. La personne n'était pas du tout adaptée à ça, elle ne s'attendait pas à ça, elle croyait que bon, c'est mal habillé, puis bon, elle a mal l'estomac, ou je ne sais pas quoi, etc. Il y a des gens qui m'ont dit, à partir du moment où on m'a dit que j'avais un cancer, je suis rentré chez moi, je sais que ça a pris à peu près 1 heure, j'ai un trou de mémoire. Ils ne savent plus dire, tellement le choc il a été, paf, c'est comme un coup de massue, comme ça. Certaines personnes, pas toutes, hein, mais il y en a et c'est quand même pas mal. C'est ce qu'on appelle le conflit de diagnostic. Eh bien, ce conflit de diagnostic, de nouveau, va bloquer ce qui est derrière, parce que derrière chaque cancer, il y a un sens biologique. J'ai écrit 2 bouquins, ce sont des e-books. Hein. Cancer A, Cancer 2. Le premier Cancer A, j'ai pris l'exemple de Jean. J'ai pris un fil rouge, donc c'est une histoire que je raconte, mais qui me permet en fait d'expliquer le modèle avec lequel je travaille. Et je fais le parallélisme entre ce qui vit, ce qui pense, ce qui ressent et la biologie. Hein. Un cancer, il y a bien des cellules qui se multiplient. Hein. On est dans la biologie. Hein. On n'est pas sur un petit nuage. Hein. Okay. Et à chaque étape de sa vie, enfin ce qui se passe, puis j'ai fait 2 scénarios possibles, enfin bon, ça c'est le livre. Et puis ensuite, le deuxième, là je passe en vue toute une série de cancers. 50 à 60% des gens qui meurent de cancer meurent de ces cancers-là. Okay, ils ont un taux de survie de 10 à 30%. Après 5 ans, hein, pas après 6 mois ou 1 an. Hein. Vous avez dit, ça ne veut rien dire du tout. Il faut attendre 5 ans pour savoir si la personne vit toujours. Ok? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le conflit de diagnostic. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est comme une chape de béton qui vient se mettre au-dessus du sens biologique de la tumeur primaire, parce qu'il y a un sens. Si votre inconscient a été choisir cette solution-là, c'est pas par hasard. Hein. C'est pas le mauvais sort, hein. C'est pas une méchante bactérie ou un virus qui est passé par là. Hein. Ça ne veut pas dire que les bactéries et les virus ne jouent pas un rôle, mais c'est une conséquence. C'est pas la cause. En médecine, on confond souvent la conséquence et la cause. Attention. C'est ça qu'on appelle le conflit de diagnostic. Et la personne, je peux essayer de lui parler de son sens biologique de sa tumeur primaire, elle n'entend pas grand-chose. Hein, parce qu'elle est bloquée dans ce conflit de diagnostic. Eh bien, dans le cas du... Ça va, je peux y aller.
Voilà, je reviens en arrière, voilà. Eh bien, dans le cas de maigrir, alors du surpoids, eh bien, c'est la même logique, c'est le même rationnel. Donc, tout ce que je vous ai expliqué en termes de modèle psychanalytique ou de modèle psychologique, allez, cognitif, là, moi, je vais le faire, mais Cognitivo-comportemental. Oui, oui. cognitivo-comportemental, merci. Eh bien, ça, c'est le goûter. C'est le sens. Pourquoi l'inconscient a été choisir cette solution-là. Mais au-dessus de ça, vient cette chape de béton. Enfin, je prends cette métaphore-là, mais c'est la chape de béton qui vient au-dessus. Parce que la personne, c'est ça qui l'a fait souffrir. Je parlais dans le combat ou d'avoir des souffrances, parce que c'est des mécanismes inconscients, donc souvent la personne n'est même pas consciente de C'est ça. de se voir obèse. Pardon? C'est de se voir obèse. C'est de se voir obèse, voilà. C'est de se voir obèse. Ça, c'est le conflit de silhouette. Oui. C'est bien la silhouette, en fait. Hein? Mais oui, c'est ça que je me dis, ben, se voir obèse ou être en surpoids, pour moi, c'est la même chose. Ben oui. C'est un autre thème. Oui. Oui. Et alors? Et ben, Où est si le elle problème? se voit obèse, ben, c'est ça. Le conflit de silhouette, c'est se voir obèse. Et celui en dessous, c'est être en surpoids, alors. Non, attendez. Oui, non. Ça, c'est le conflit. Non, je veux dire par là. Oui, attendez. Ici, je parle du sens biologique. Je parle du sens biologique. Quand je dis le surpoids ou l'obésité, c'est ça. Mais la conséquence de ce surpoids, ben, c'est que j'ai quand même une silhouette. Hein. C'est pas quête-mosse quand même. Hein. Je ne ressens pas à quête-mosse. Hein. Bon. Je suis entouré de graisse. C'est une couche. Alors en plus, on peut aller voir la localisation de la graisse, hein, parce qu'il y a à chaque fois un sens. Hein, si elle est par-ci, par-là, si c'est tout le corps, etc. On peut aller chaque fois plus loin. Mais bon, je ne fais pas ici, mais le conflit de silhouette, c'est ma silhouette parce que je suis obèse, parce que j'ai du surpoids, parce que j'ai de la graisse qui est répartie à certains endroits. Ah oui, un surpoids, oui, d'accord, ça va. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mhm. Ça va? C'est plus clair comme ça? Oui. Il y avait quelqu'un qui... Oui. Et alors comment vous aidez vos patients à faire sauter ce conflit? Ah, ben, c'est la technique que j'ai développée à Pulier, c'est-à-dire que moi j'utilise l'hypnose, donc c'est une méthodologie de changement. C'est une méthodologie, donc il n'y a pas que l'hypnose. Hein. Vous allez sur mon site web, j'ai des cartes si ça vous intéresse, je décris en long et en large des vidéos. Mon épouse qui a été hypnotisée, j'ai fait des petites vidéos pour montrer chaque étape, etc. Donc je suis très transparent. Hein. Il y a beaucoup d'informations. Tous les articles d'Agenda Plus, bon, ils y sont. Mes e-books y sont. Enfin, pour les commander, il faut aller sur Amazon, hein, bien entendu. Mais voilà, donc il y a des vidéos, il y a des conférences. Cette conférence-ci, dans 15 jours, elle sera sur mon site web. Hein, donc il y en a d'autres que j'ai données aussi, etc. Donc il y a beaucoup. Et là, vous allez, je donne plein d'explications, mais en résumé, c'est une méthodologie qui va permettre d'activer l'inconscient pour aller déprogrammer ce conflit de silhouette et ce qui est derrière le surpoids ou l'obésité ou la graisse, etc. Et c'est ce que je vous disais, ça prend du temps. Hein. Ce n'est pas une baguette magique. Hein. Parce qu'il y a de la souffrance qui est là derrière. Hein. Et il faut aller nettoyer en fait tout ça. Et voilà. Mais c'est possible. Quand vous parliez donc, des mécanismes qui font que 95% des régimes amènent à une reprise de poids, donc même quand, ici je vais prendre mon exemple personnel, j'ai perdu beaucoup de poids en 5 années de temps, Oui. 5 kilos. Mais en un an de temps, j'en ai repris 10 alors que je mange moins qu'avant. Exactement. Mais les gens me disent, mais je ne mange rien. Mais je ne comprends pas. Mais votre inconscient, j'ai dit hier que 99,9% des décisions sont prises par votre inconscient. Vous croyez que c'est vous qui vous pilotez, votre conscient? En apparence, oui. Et on a pu le montrer dans une expérience. En fait, ça a été un peu compliqué, mais ils l'ont montré. Donc oui. Alors vous avez pris le temps pour perdre 5 kilos, je crois. Non, 40 kilos, voilà. Et puis, il y a des choses qui sont là derrière, et puis bah, vous avez pris 30 kilos. Moi, j'ai des gens qui se font enlever l'estomac, là. Les bypass, etc. On avait une, elle avait 2 ballons. Hein.
2 ballons dans son estomac. Elle n'a pas perdu 1 kilo. Mais oui, c'est parce que le Elle croisé- était fâchée, mais on l'a dit à chez moi, je me suis dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On a fait enlever ces 2 ballons, bien entendu, parce que ça servait à rien. On les médecins, les psychologues, c'était il y avait toute une équipe. Voilà, parce que derrière, il ne travaille pas du tout sur ce qui est derrière. Et quand elle est consciente, décidée. Donc vous vous rendez compte, 2 ballons. Il n'y a presque plus de place dans l'estomac avec ces 2 ballons. Elle n'a pas perdu, elle m'a dit j'ai pas perdu 1 gramme. Elle a peut-être perdu un petit peu, mais elle a. Oui, pas beaucoup. Il y avait une autre question là. Mais il faut combien de séances d'hypnose en général? Oh là là. Ça c'est la question. Il faut compter 10, 20 séances, parfois en plus. Hein, de voyage intérieur. De voyage intérieur pour aller nettoyer ce qu'il a derrière. Le surpoids, donc ça va coûter cher. Hein. Ça coûte cher. Hein. Non du tout. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez? Ça coûte combien de séances d'hypnose? Eh bien, je prends mes honoraires, c'est 60 € par heure de consultation. Okay, mais comme ça dure 2 heures, c'est 120 €. Ah oui. Donc un voyage intérieur, c'est 120 €. Il y a l'auto-hypnose, on peut. Alors, vous pouvez faire de l'auto-hypnose. Si ça marche, eh ben, tant mieux, ça marche. Et si ça ne marche pas, ben, ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? L'auto-hypnose, c'est bien. Hein? Donc, les gens qui viennent, je leur invite d'ailleurs, il y a des exercices à faire, on peut les rapprocher, on fait de l'auto-hypnose. Mais c'est quand même le voyage intérieur qui va les nettoyer. Hein, parce que ça, c'est quand même refoulé. Si on prend le modèle de la psychanalyse freudienne, c'est quand même refoulé. Hein, là, hein, c'est pas de l'auto-hypnose. Hein. Vous pouvez faire de l'auto-hypnose d'ailleurs, vous verrez bien si ça marche, ben, tant mieux pour vous. Mais par contre, ça peut être un outil supplémentaire pour continuer en fait le travail. Il y avait encore une question? Oui. Ah, voilà, allez-y. Parce qu'en fait, je voulais écrire aujourd'hui. Oui. Mais disons que j'ai eu l'occasion de lire un bouquin sur une méthode qui était aussi pour voir par l'hypnose. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode claudienne. Non, mais je connais Eric Merlot qui fait des ateliers sur maigrir avec l'anneau, vous savez, l'anneau symbolique là, etc. Mais ici, en fait, c'était le fait de faire par système de régression dans le passé pour aller enlever ces couches de blocage que nous avons Et c'est accumulées. ce que je fais. C'est votre travail. Okay. Mais je le fais en douceur. Parce que j'ai commencé par de la régression en âge, mais donc j'ai une formation en hypnose traditionnelle, semi-traditionnelle, c'est ça, c'est la régression en âge. Mais il faut savoir, quand on fait une régression en âge, vous allez revivre l'événement de votre passé. Moi, j'ai vu des personnes adultes qui parlaient comme un enfant de 5 à 7 ans. Hein. C'est dur, hein. C'est du costaud, mais ça nettoie. Hein. Ça veut dire, mais je veux dire, on est dans un type de société, il n'y a plus beaucoup de personnes. J'ai donné des conférences, en fait, pour bien expliquer, attention, c'est régression en âge, c'est ça. Et il y a des gens qui acceptaient. Je dis, ok, ça va. Mais la majorité n'acceptait pas. Ils disent, mais non, je ne suis pas prêt, même si ça marche, je ne suis pas prêt, parce que, écoutez, là, parce que c'est. Vous revivez votre événement traumatisant. Oui. Donc, attendez, j'arrive, hein. Il y a encore une autre question avant, mais. Donc, j'ai développé en fait cette méthodologie qui se fait sans revivre. On n'a pas besoin de revivre ces événements traumatisants, cependant, l'inconscient, lui, va nettoyer. Donc c'est un mécanisme inconscient, c'est une activation de votre inconscient pour aller déprogrammer et reprogrammer. Mais vous ne revivez pas vos événements traumatisants. Parce que je pense que je ne vois pas beaucoup de monde. Mais il faut être prêt vraiment pour le faire. Ah, il faut le vouloir, hein, parce qu'aller revivre son événement traumatisant, alors c'est pas qu'une seule séance, hein, on commence et allez, on y va, à chaque séance. On ne sait pas savoir où il est. L'élément traumatisant, on ne le sait pas. Oui, non, mais si je vous dis à l'avant, moi je veux bien, je vous ai pas dit, mais vous y allez, hein. Oui, mais j'ai vu ça pleurer, c'est terrible, tellement, oula. J'ai déjà eu envie. C'est dur, hein. Je l'ai fait, pour moi c'est une expérience exceptionnelle. Des bons résultats. Ah, ça c'est évident, hein, ça nettoie. Oula, ce que les gens y vivent, quand ils sortent de ma consultation, après ça, fait un état séparateur, etc. Mais c'est du costaud. Hein. Alors je dis, écoutez, bon, ça va, j'ai trouvé au début, j'étais tout jeune, ça dit pas, il y a 17 ans d'ici. Mais je l'ai fait. Pour moi, c'était une expérience extrêmement enrichissante. Et je remercie tous ces gens qui ont accepté, qui ont eu le courage, en fait, hein, d'aller faire ces voyages intérieurs, ça peut se dire que, oula, c'est dur. Mais non, en fait, ça m'a donné une expérience quand même assez exceptionnelle.
Mais aujourd'hui, avec notre type de société, il n'y aurait plus beaucoup de personnes. Déjà à cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup. Et aujourd'hui, notre société a évolué. Hein. Ça va? Il y avait une question là? Oui, je voulais savoir si l'inconscient collectif joue de la même façon sur tous les êtres humains. Si on perçoit chacun une perception. Ben, par définition, si on prend le modèle de la psychanalyse jungienne, parce que c'est Carl Gustav Jung qui a développé cet inconscient collectif, il est le même pour tout le monde, c'est pour ça qu'il l'a appelé collectif. En fait, ça appartient à l'espèce humaine. Donc il y a des choses qui appartiennent à l'espèce humaine, il y a des choses qui appartiennent aux vivants d'ailleurs. Hein. On peut hiérarchiser. Bon, lui a travaillé sur l'inconscient collectif, okay, avec ses archétypes, etc. Et puis il y a l'inconscient individuel en fait. Et ça, c'est ce que la personne a vécu individuellement, qui est différent de la personne qui est à ma gauche ou qui est à ma droite, etc. Dans ce modèle-là, de Carl Gustav Jung, oui. Ça va? Il y avait une autre question là? En fait, je voulais savoir s'il y avait un rapport entre l'efficacité de l'auto-hypnose au fait qu'on n'est pas suggesto-sensible avec un hypnotiseur de spectacle. Alors, bon là. Il y a Mesmer. Mesmer, c'est par là. Alors, bon, la l'auto-hypnose aussi. Je n'avais pas compris ce que vous avez dit. J'ai Mesmer, je n'ai pas entendu. Oui, c'est-à-dire que, bon, vous connaissez Mesmer. Oui, j'ai Avec Arthur. J'étais à ce spectacle. Et vous avez été pris? Vos mains sont restées collées? Non, justement non. Je fais partie de la minorité. Donc chez Arthur, il y avait peut-être 10% qui n'étaient pas suggesto-sensibles. Moi, je ne le suis pas. Donc les exercices de maintenir les arrêts serrés, ça c'est pas pour moi. Et autre chose, donc je suis tout à fait insensible à ça. Et donc, mais par contre, je pratique la sophrologie, la sophrologie, oui, l'auto-hypnose depuis très longtemps. Et je voulais savoir s'il y avait un rapport, donc si dans mon cas qui ne suis pas suggesto-sensible à Mesmer, si ça a une incidence sur l'efficacité de mes séances d'auto-hypnose. Alors, bon, il y a plusieurs choses en fait. Bon, j'essaie de répondre de manière simple en fait. Bon. Alors, les études scientifiques ont montré qu'il y a 30% de la population qui est très suggestive. D'ailleurs, quand Mesmer a voulu être dans le Guinness Book, là, il fallait qu'il hypnotise 300 personnes, plus de 300 personnes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il me faut une salle avec 1200 personnes. Parce qu'il a mis un peu de sécurité, donc ça devait être 400 personnes, et lui il voulait dépasser 300, il a mis un peu de sécurité, donc, et il n'est pas venu. Donc tous les gens qui avaient les doigts collés, là, parce qu'il fait un test, hein, donc pour les gens qui ne connaissent pas, quand un hypnotiseur de scène arrive, il commence à causer, et il fait des petits exercices, donc entre autres là où on joint ses doigts, puis il fait de la suggestion, etc. Et donc il y a 30% de la population générale dont les doigts vont rester collés. Et ça, c'est des gens qui descendent très facilement dans un état modifié de conscience. Et Mesmer va prendre, donc il n'a pas de vrai acteur, hein, les professionnels d'hypnose n'ont pas de vrai acteur, ils savent bien qu'il y a 30%. Et donc, ils vont sélectionner tous ces gens qui ont leurs doigts qui restent collés et qui vont venir sur scène. Et oh, c'est le spectacle. Ça démarre. Et j'ai eu justement une personne qui a été prise par Mesmer, qui est venue à mon stade. Pour la petite histoire, c'était intéressant parce que lui, il avait le nerf sciatique. Donc, il avait un problème au nerf sciatique et il avait des problèmes de dos. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il est monté sur scène, eh bien, il n'avait plus aucune douleur. Et il a fait des exercices que l'autre lui a dit tomber, enfin bon, etc., etc. Oui, mais le problème, c'est que quand il est sorti, il s'est retrouvé dans son auto. Ouh là là! Il a payé le prix, hein, parce que ça sciatique, c'est-à-dire que l'état modifié de conscience a couplé la douleur. Et voilà, ça arrive régulièrement des gens qui arrivent dans la douleur, puis je les mets dans un état modifié de conscience, puis ils ressentent tout, puis sitôt qu'ils sont sortis, bon, mais moi, je ne les fais pas tomber à terre ou quoi, ils restent dans le fauteuil, ils ne bougent pas. Mais, je veux dire, c'est intéressant, en fait, ce qu'il m'expliquait, parce qu'en sortant, lui, oh là, il l'a senti passer, hein, parce que ça coupe la douleur, mais ça ne résout pas les problèmes cliniques hein, qu'il a, hein, dans la sciatique et ses vertèbres, etc. Donc, il a payé un peu cher, en fait. Ça va? Attends. Alors maintenant, donc, les gens ces 30% là vont descendre très facilement en auto-hypnose. Hein. D'ailleurs, il m'a dit, hein,
Moi, si je regarde Mesmer, si je commence à parler, eh bien, je vais repartir. Hein. Et ça va bien dire, mais tu es en train de repartir. C'est clair, c'est une seconde. Hein. Ah oui, il y a un conditionnement, hein. Il est conditionné. En fait. Donc, le déconditionnement, donc l'état séparateur ne s'est pas bien fait, mais bon, ok, ça c'est... Voilà. Alors maintenant, donc ces 30%-là vont être très sensibles, parce que votre question portait sur l'efficacité de l'auto-hypnose. Oui. Mais bon, alors attention, parce que là, l'efficacité, les gens, il y a une croyance en fait, les gens croient que s'ils descendent très profondément dans l'état modifié de conscience, ça va mieux marcher. Eh bien ça c'est fou. C'est fou. J'ai des gens qui ne descendent pas très bas et ça fonctionne très bien. Et il y a des gens qui descendent très bas et ça fonctionne aussi. Donc ce n'est pas la profondeur de la transe. C'est ça. Voilà. Il y a tout un système et c'est l'inconscient, parce qu'il faut savoir que l'état modifié de conscience, c'est un état d'hyper-contrôle. C'est votre inconscient qui prend le contrôle de tout. Alors en principe, j'ai dépassé de 8 minutes, mon temps. Si vous voulez rester, ça va. Oh, il est 7 heures, j'arrive passer. Oui, enfin, bon, si on pose des questions, ça ne me dérange pas. Pour les opérations aussi. Ah oui, l'hypnosédation. Le docteur Fimonville. C'est une femme extraordinaire. Si vous avez l'opportunité en fait d'aller la voir, je vous invite à aller la voir. Donc c'est elle, c'est une opinion leader, hein, comme on dit parmi le jargon scientifique. Donc c'est une femme qui a démarré, donc c'est une anesthésiste de formation, donc elle anesthésie par l'hypnose. Il faut savoir quand elle a démarré ça, c'est bien que le monde médical est extrêmement ouvert. Oh là, elle s'est fait critiquer, elle s'est fait casser, mais alors là, une fois en plus, alors là, c'est bien. Un peu. Mais elle a tenu coup. Bon. Il faut savoir qu'elle vient des Pyrénées, donc ils sont un peu plus costauds, ils ont une idée. Ils ont l'idée. Et elle a bien fait. Parce qu'elle a travaillé avec des neurologues, elle a fait des scanners, etc. C'est elle qui a publié, qui a pu montrer ce que c'était qu'un état modifié de conscience, au niveau neurophysiologique, etc. Réellement, on a pas mal. Mais non. Mais c'est comme le bonhomme là qui est avec Mesmer. Hein. Il a une sciatique, il a mal au dos. Il se retrouve sur la scène, il ne sent plus rien. Alors je comprends que pour vous c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais mais en fait la douleur c'est quoi? Ce sont des récepteurs à la douleur que vous avez dans votre corps, qui sont stimulés, ils vont envoyer une impulsion électrique à travers le nerf, et ça va arriver jusque dans votre cerveau, dans le centre de la douleur. Et c'est le centre de la douleur qui va interpréter ça en disant tiens, j'ai mal au pied, à la tête ou autre, etc. D'ailleurs, les migraines, bon, ça c'était la dernière mission, je leur dis, mais vous savez, dans un cerveau, il n'y a pas de récepteur à la douleur. En fait, c'est la dure mère, donc c'est dans les ménages, c'est là que, quand une migraine ou une céphalie, c'est là, c'est dans la dure mère, dans les ménages, en fait, qu'on a mal. Et c'est interprété, comme j'ai mal au cerveau, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes capable, ou le système, on va dire, biologique est capable de dévier l'information, c'est-à-dire l'impulsion électrique qui remonte et claque, pour la dévier, eh bien, vous ne sentez rien. Pourtant, il n'y a rien qu'à dire. Hein. Le chirurgien, il coupe, hein, parce que lui, il ne change pas sa méthode. Hein. Le chirurgien a sa technique, il applique sa technique, etc. Il ne change pas d'un iota. Hein. Mais c'est le docteur Fimonville, justement, elle a pu hypnotiser un enfant roumain qui ne comprenait pas le français. Ça, c'est quand même une femme extraordinaire, hein. Elle est capable de faire ça. Donc, elle a tellement une expertise, je dirais, dans ce domaine-là, et maintenant, elle a formé plus de 400 anesthésistes. Hein. Maintenant, vous avez à Bruxelles plusieurs anesthésistes. Bon, c'était les jeunes, hein, c'est pas les vieux. Les vieux, ben oui. Parce que quand c'est une hypnosédation, l'anesthésiste doit parler pendant toute la durée de l'opération. Si ça dure 2 heures, elle doit causer pendant 2 heures. Hein. Vous pensez bien que les vieux anesthésistes qui j'appelle le produit, puis qu'après ils s'asseyent dans un fauteuil, ils commencent à regarder leur écran, commencer à blablater pendant 2 heures, parce que c'est plus facile de... Le motif que le patient a donné. Alors que... Je dis, le patient donne une idée de ce qu'il a envie de parler, je crois. Oui, oui, non, c'est sûr que le docteur Fimonville... Il faut le suivre aussi dans... Oui, mais bon, là, il faut un peu de créativité, mais ça c'est facile.
pas ça qui est compliqué, mais c'est vrai qu'avant, l'anesthésiste va discuter avec le patient en disant, mais tiens, c'est quoi vos hobbies, qu'est-ce que vous aimez, tiens, alors les vacances, les là, bon, et voilà, un peu quelques pistes de choses qui sont extrêmement importantes. Et le patient va lui donner quelques informations, et puis l'anesthésiste va faire ça, mais vous pouvez répéter 10 fois la même histoire. Hein. Oui, oui, c'est ça. Et quand vous êtes dans un état de conscient, vous revivez 10 fois la même histoire. Vous n'êtes pas dans un état. On va vivre 10 fois les vacances. Voilà, 10 fois les vacances, vous faites aller, je ne sais pas moi, à la Côte d'Azur ou à Monaco. Vous aviez une question? Oui, j'ai encore une dernière question. Par rapport aussi à la silhouette, la vision qu'on a de soi. Oui. Moi, j'ai parlé avec une fille, mais vraiment, qui était très obèse. Et je l'ai laissé entendre sans vraiment, je n'ai pas prononcé le mot, mais bon, je lui avais dit qu'elle... Enfin, de ce que j'ai dit, elle me dit, pourquoi tu trouves que je suis obèse? Mais ça me semblait tellement évident que je suis restée sans voix. Donc, voilà, ça c'est intéressant, c'est très intéressant ce que vous dites parce que il y a tellement une Non, grande ça va. souffrance qu'elle ne veut pas voir la oui, c'est réalité. encore pire, ça, Et finalement. que c'est pour ça que quand elle ne supporte pas les photos, parce que les photos, là, on le voit en fait. Et là, elle se voit, alors c'est souvent avec d'autres personnes qui n'ont pas de surpoids, et alors là, ça se voit en fait. Et voilà, mais c'est dans la réalité qu'on dit. C'est pas dans les photos. Les programmes, on avance là. Oui, oui. Rue du Bois des Rêves. Ah oui. C'est la rue avant ou c'est... Non, c'est la rue du Bois des Rêves. Si vous connaissez le domaine provincial Bois des Rêves à Outigny, eh ben, j'habite à 400 mètres de l'entrée principale du Bois des Rêves. Hein. Je suis petit côté en plus. Vous allez rêver. Et en plus, l'endroit de sécurité, c'est... Mais merci Oui, à tous. il y a des cartes